Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois en interview Laurent Gounel. Laurent Gounel, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Bonjour Marie-Alix. Alors, je vais vous poser une question à laquelle vous aimez pas trop répondre, Ah bon? Ça commence bien. mais vous avez l'habitude qu'on vous la pose. Pour les gens qui vous connaîtraient pas encore, Oui. est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bah alors vous êtes bien renseigné, parce que je suis toujours très embarrassé, en effet. Parce que je trouve difficile de se présenter, de dire, ça revient à dire qui on est. Et c'est très dur de répondre à cette question. Ce qui est naturel, évidemment, banal, c'est de répondre par ce qu'on fait. Donc, je peux vous dire, en effet, je suis écrivain, j'écris des romans initiatiques. Bon, c'est la vérité. Et je ne me limite pas à ça. Donc, quoi dire de plus sur moi? Si, je peux vous donner mon âge. Voilà, j'ai 58 ans aujourd'hui, en 2024. Voilà, quoi. Je suis marié, je suis père de 2 filles adolescentes. Voilà. Et en même temps, ça vous dit pas grand-chose sur moi. Oui, alors Laurent Gounel est très humble, mais il écrit beaucoup de livres à succès, je tiens à le dire. Et on va parler tout de suite du dernier roman que vous avez écrit, qui est sorti, si je ne m'abuse, le 2 mai, C'est exact. voilà, aux éditions Mazarine. Donc, Un monde presque parfait. Et c'est un livre dans lequel vous parlez, alors je veux pas trop en dire pour les gens qui l'auraient pas lu, Mhm. ce serait un peu dommage, Oui, pas- mais en tout cas, ça parle des dangers de l'intelligence artificielle si la société continue comme elle est aujourd'hui. oui. Ça parle aussi de la prise de décision au niveau individuel. Comment chacun prend ses... Et il y a un lien, en fait, on en parlera sur l'autre, mais comment chacun prend ses décisions. Mm. Parce que le fait de décider, c'est quelque chose de très important dans la vie, en fait. Oui, bah du coup, on peut aller directement sur cette question-là. Comme vous Effectivement, voulez. ça me va. Parce que c'était une des questions que j'avais par rapport à ce livre. Vous parlez effectivement beaucoup de l'importance de se réapproprier nos propres décisions, etc. Mm. D'après vous, pour des personnes qui auraient vécu la majeure partie de leur vie sans trop décider parce qu'ils suivent les rails un peu de la société, des parents, etc., Mm. comment on peut se réapproprier son pouvoir de décision? D'accord. Alors d'abord, pour mettre les gens à l'aise, c'est assez classique, vous voyez, de ne pas trop décider. D'abord, un enfant ne décide pas, hein, ce sont ses parents qui décident pour lui, et c'est normal. Ensuite, à l'adolescence, il va souvent décider par des décisions en contre, quoi. Mm. Parce que voilà, il veut développer son identité, et comme il ne s'assume pas encore totalement, ben, il prend souvent, pas toujours, hein, mais le point de vue contraire de celui des autres et surtout des parents, quoi. Il est dans ce que les psys appellent souvent la contre-dépendance, quoi, après avoir vécu la dépendance de l'enfance. Et puis, une fois à l'âge adulte, en principe, tout ça s'harmonise. Et donc, il développe son moi, et il peut vivre d'ailleurs en autonomie après avoir ressenti un besoin d'indépendance au tout début de l'âge adulte. D'accord. Et en fait, il faut qu'il ait vécu son indépendance d'ailleurs pour pouvoir se sentir autonome. Donc les prises de décision, elles vont surtout venir à ce moment-là, quand on est jeune adulte, puis adulte. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément pris beaucoup de décisions jusque-là. Donc c'est normal, en effet, que des gens n'aient pas l'habitude. C'est plus dur, je trouve, à notre époque. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, on a, sans même le réaliser, on a des outils d'aide à la décision. C'est-à-dire, autrefois, pour, je sais pas, pour choisir vos vêtements le matin, bah, vous alliez dehors, sentir est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va faire froid. Aujourd'hui, vous avez une appli qui va vous donner le temps qu'il fait heure par heure. S'il y a une averse, vous Mm. saurez si vous allez y échapper au moment où vous sortirez du bureau, parce qu'elle aura lieu avant et pas après. Oui, oui. Donc en fait, il y a plein d'éléments qui nous aident. Et puis dans tous les domaines. C'est là où aujourd'hui, vous allez quelque part, vous n'allez pas décider de votre itinéraire. Mm. Vous allez le taper sur un GPS quelconque qui va vous guider, qui va décider pour vous C'est vrai. quel va être cet itinéraire, quoi. Quand vous allez en vacances, vous allez sur, je sais pas, hotels.com, sur Booking ou TripAdvisor. Même chose pour choisir un petit resto. Et puis finalement, ce sont ces applis qui vont quelque part décider pour vous, parce qu'elles vont vous dire, bah, c'est là où sont le meilleur rapport qualité-prix. Vous verrez que c'est là où il y a les meilleurs commentaires, même si vous ne connaissez pas les gens qui ont déposé ces commentaires, vous n'avez aucun moyen de savoir si, s'ils ont les mêmes goûts que vous, par exemple, les mêmes critères. Et donc finalement, on tend à abandonner notre pouvoir de décision de plus en plus. Et selon moi, c'est pas anodin, parce que décider, c'est un acte qui est quelque part au cœur de notre humanité, quoi. Parce que quand je décide, d'abord j'exprime qui je suis, parce que les décisions reflètent mes ressentis, elles reflètent aussi mes critères. On n'a pas tous les mêmes critères, une fois de plus, Mm. pas tous les mêmes goûts. Donc d'une certaine manière, par mes décisions, j'affirme qui je suis. Et au-delà de ça, j'exerce ma liberté, quoi. Parce qu'évidemment, c'est mon choix, c'est ma décision. J'exerce ma liberté, et c'est aussi ce qui peut faire peur.
Parce que qui dit exercer sa liberté dit aussi assumer les conséquences de la décision. Mmh. Parce que toutes les décisions ne sont pas bonnes. Et ça peut nous faire peur. Et on le voit bien, évidemment, pour les grandes décisions. Je vais choisir un cycle d'études pourvu que je ne me trompe pas. Je vais choisir un métier. Est-ce que vraiment je vais m'épanouir dans ce domaine? Je vais choisir un conjoint. Est-ce que ça va être le bon ou la bonne, quoi? Est-ce que vraiment on va être heureux ensemble? Etc., etc. Donc ça, c'est vrai pour les grandes décisions, mais même pour les petites. On peut avoir peur de se tromper, on peut avoir peur de, je sais pas, moi, de choisir le mauvais plat à la carte, de ne pas se régaler. On peut avoir peur de choisir une mauvaise destination de vacances. On peut avoir peur de plein de choses, en fait. Mmh. Et donc, c'est aussi par peur de ne pas pouvoir assumer finalement les conséquences de nos décisions qu'on s'en remet facilement à d'autres ou à des applis qui décident pour nous. Et en parallèle de ça, la société dans son ensemble décide aussi de plus en plus à notre place. Ça part souvent, je pense, d'une bonne intention, hein, qui est à faire en sorte que les choses se passent bien. Donc, on met des normes un peu partout. Il y a des normes européennes, il y a des normes nationales, administratives, il y a des normes dans les entreprises, ISO 9001, 9002, tout ce que vous voulez, où finalement, de plus en plus, on va décider au travail de notre geste professionnel, ou en dehors, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, etc. Tout est de plus en plus normé, mais vraiment de plus en plus. On s'en rend compte je sais pas, quand on remplit un formulaire en ligne, il y a de plus en plus de cases, il y a de plus en plus de choses à déclarer. Quand vous déclarez vos impôts, il y a de plus en plus de choses à déclarer, etc. Ça n'arrête pas, en fait. Donc tout est de plus en plus normé, et donc on décide de moins en moins. Ce sont d'autres gens qui décident pour nous. Et une fois de plus, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Et donc, moi, j'invite les lecteurs, et c'est aussi ce qui m'a motivé à écrire ce livre, à avoir envie de se réapproprier ce pouvoir de décision, quitte à prendre de mauvaises décisions et à se planter. Et on pourra en revenir dessus, mais pour moi, se planter, ça fait partie de la vie, quoi. Ouais, justement, vous avez beaucoup vanté les vertus de l'échec, et Mm. même dans votre propre parcours, ce qui est intéressant pour les gens parce que vous êtes quelqu'un qui a réussi, en tout cas aux yeux de la société. Qui réussit? Disons qu'on montre de moi mes réussites. Mm. C'est différent. Oui, c'est intéressant. Ah oui. Et du coup, venant de vous, c'est d'autant plus intéressant d'entendre les vertus de l'échec. Mm. Parce que pour des personnes qui aujourd'hui voudraient par exemple faire votre métier ou avoir des métiers artistiques quels qu'ils soient et qui peuvent avoir peur de l'échec, Mm. qu'est-ce que vous pourriez leur dire? J'ai envie de leur dire que l'échec fait partie de la vie. Il fait partie de la vie, c'est normal d'échouer. Et même échouer nous apporte beaucoup de choses. Et la première d'entre elles, c'est apprendre. Je crois que c'est difficile, voire impossible, d'apprendre sans échouer. Vous ne pouvez pas vous rappeler, mais quand vous étiez toute petite et que vous avez appris à marcher, vous avez commencé par échouer un bon nombre de fois, quoi. Un bébé, il commence à se dresser sur ses jambes pour essayer de marcher, il va tomber des centaines et des centaines de fois, peut-être 1000 fois. C'est pas rien, quoi. Mais c'est parce qu'il tombe qu'il apprend à tester son équilibre, il apprend à développer un certain équilibre, et ensuite il tiendra debout, y compris en marchant. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand on marche, en fait, le simple fait de faire un pas est quelque part se mettre en danger, puisque quand on fait un pas, on interrompt un équilibre. Quand vous êtes debout, immobile, vous êtes en équilibre. Mm. Sauf que vous ne faites rien, vous allez nulle part. Et pour aller quelque part dans la vie, pour marcher, il faut accepter de perdre l'équilibre. C'est-à-dire que vous allez projeter votre corps en avant et vous allez être déséquilibré. Vous allez commencer à tomber, en fait. Et puis ensuite, vous allez avancer votre jambe, poser un pied par terre, et vous allez rétablir l'équilibre. Et c'est hyper intéressant parce que c'est une métaphore, en fait, de la relation à la vie. Dans la vie, il faut accepter d'être déséquilibré. Et il faut accepter aussi de se mettre en danger et quelque part de chuter, quoi. Alors, en général, on se rattrape, Mm. et pas toujours. Et parfois, on tombe. Et quand on tombe, en général, on réussit mieux la fois d'après. C'est exactement ce que fait le bébé. Donc, voilà, moi, j'ai d'abord envie de dire, échouer fait partie de la vie. Donc, n'ayons pas peur de ça. Alors, vous me direz, oui, mais c'est pas agréable, personne n'aime échouer. Personne n'aime échouer, je n'aime pas échouer. C'est OK, c'est désagréable, en effet, et c'est pas grave. Mm. C'est-à-dire, souvent, on a tendance à fantasmer les conséquences d'un échec, dans tous les domaines, hein. Que ce soit de la petite décision ou la grande décision. Petite décision, c'est en effet, vous choisissez un plat à table, à la cantine, du resto ou restaurant, je ne sais pas, et vous prenez le mauvais plat, vous ne vous régalez pas, c'est pas un drame. Non. Vous prendrez un meilleur plat la fois d'après, quoi. C'est Ouais. pas un drame. Mais même pour les grandes décisions, par exemple, revenons sur celle que j'ai citée tout à l'heure, vous vous trompez d'études, de choix d'études. Moi, ça m'est arrivé. Mm. J'ai fait mes études dans l'économie, la finance. Mais et j'ai réalisé seulement une fois en poste, après, donc jeune cadre financier, que j'aimais pas ce que je faisais et que je m'étais vraiment trompé de voie.
Ok, on pourrait dire, mais mon Dieu, le pauvre, il a passé 5 ans sur les bancs de la fac à faire des choses qui ne lui serviront à rien. Mais non, mais non. Ok, j'ai complètement changé de, la vie, de métier, changé de vie professionnelle. Aujourd'hui, je fais plus du tout de finance, d'économie, etc. Oui, mais d'abord, ça fait partie de mon parcours. Donc, ce sont ces études, même si c'était une erreur, qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Et d'autre part, j'ai forcément développé des connaissances et des compétences qui sont transposables. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je suis romancier, ça n'a strictement aucun rapport avec le métier de financier et même d'expert comptable auquel je me destinais. Aucun rapport. Oui, sauf que, vous savez comment j'ai appris à écrire? En cours de droit à la fac. Ok. Cours de droit. Parce que cours de droit, voilà, je me souviens très précisément, mais en droit des sociétés, droit des affaires, j'avais bien potassé mon cours. Une évaluation, j'ai une note très moyenne, genre 12 sur 20. J'étais déçu parce que j'avais vraiment travaillé. Et j'estimais surtout que je maîtrisais mon cours. Je suis allé voir la prof, à la fac, c'est à Dauphine. Je suis allé voir la prof pour essayer de comprendre pourquoi j'avais une mauvaise note, quoi. Et elle m'a dit, parce que vos phrases sont imprécises, votre vocabulaire est imprécis. Et du coup, c'est ambigu. À partir du moment où c'est ambigu, sur le plan juridique, vous avez tout faux, quoi. Sur le plan juridique, vous déplacez une virgule, la phrase ne veut pas dire la même chose, vous pouvez perdre un procès, quoi. Vous employez un mot imprécis à la place d'un autre, ben pareil, ça peut avoir des conséquences très importantes sur le plan juridique. J'ai pris conscience de ça, et du coup, j'ai appris à bien choisir mes mots Ouais. quand je m'exprime pour que le sens soit exactement celui que j'ai envie de transmettre, de porter, quoi, et pas un autre, quoi. Et ça me sert aujourd'hui. Mm. Oui, donc ça, c'est juste un micro-exemple du fait qu'on ne perd jamais son temps, en fait. Donc même un échec comme ça, moi, c'est quand même 5 ans pour rien. On pourrait dire, bah, voilà, ça m'a apporté quelque chose. Vous voyez. Ouais, bien sûr. Il y a un philosophe qui s'appelle Charles Pépin qui a écrit un très beau livre sur les vertus de l'échec, qui explique bien en quoi il ne faut pas avoir peur de l'échec et en quoi c'est même utile dans la vie. Et il prend pas mal d'exemples issus du monde du sport. Il a montré que les sportifs qui réussissent sont ceux qui souvent ont d'abord échoué au début, perdu des matchs importants, et ça leur a permis d'en tirer des conclusions et d'apprendre. On n'apprend pas si on n'échoue pas. Quand j'avais, je sais pas, une quinzaine d'années, je faisais de la planche à voile à un assez bon niveau, moi qui ne suis pas sportif pour dessous. Et un jour, mon moniteur m'a dit, je t'ai observé, Laurent, et à partir de maintenant, tu vas plafonner, tu progresseras plus. J'étais vexé, je lui ai dit, qu'est-ce qui te permet de me dire ça? Il me dit, parce que j'ai vu, je t'ai observé, j'ai vu que tu t'arrangeais pour ne jamais chuter, quoi. Tu tombes pas. Ah. Donc, tu connais pas tes limites, donc tu vas plus progresser. Voilà, je m'en souviens encore 40 ans après. C'est vrai que c'est intéressant parce que vous dites souvent que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de peur à la base. Oui, énormément. Oui, oui, je pense même que ma personnalité est ordonnancée autour d'une problématique de peur. Je suis quelqu'un de peureux, quoi. Alors, à l'origine, j'avais peur d'à peu près tout, quoi. Donc, je me suis libéré, heureusement, de la plupart de mes peurs. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que la plupart des peurs, de nos peurs, là, je généralise, il y avait pas que ma personne, la plupart de nos peurs sont une création de notre esprit. Voilà, la peur est une émotion naturelle qui a une fonction, comme toutes les émotions. En l'occurrence, de nous avertir d'un danger, sauf que souvent, nos peurs ne correspondent pas à de vrais dangers, quoi. Donc, on va monter en épingle comme ça un truc qui va nous effrayer alors qu'il n'y a pas matière à s'effrayer, quoi. Bien sûr. Et alors, pour revenir à votre livre, Oui. parce qu'on pourrait parler pendant des heures des peurs, je pense très intéressant aussi. Euh, Par rapport à donc toute cette montée des nouvelles technologies, etc., qui Mhm. en fait nous aident au quotidien, mais finalement nous Oui. enlèvent un peu ce pouvoir de décision, comme vous Mhm. dites, ce serait quoi le risque finalement si on continuait comme ça, d'après vous, en tant que société? Alors, il y a plusieurs risques. D'abord, perte de décision, ça veut dire perte de liberté. Or, la liberté est essentielle à tout être vivant, et je dis bien vivant, et pas seulement humain. Je raconte dans le livre prenez un éléphant en Afrique, il va vivre en devant lutter contre la famine, la sécheresse, le braconnage, les maladies, et il va vivre en moyenne 51 ans. Si vous le prenez, vous le mettez dans un zoo, toujours en Afrique, vous lui apportez une nourriture tout à fait équilibrée, qui répond à ses besoins nutritionnels, vous le vaccinez pour le protéger des maladies, mais bien sûr, il est à l'abri des braconniers, ben, il va vivre 17 ans. La seule chose qui change pour lui, c'est la liberté. Il a perdu la liberté. Il a tout le reste, mais il a perdu la liberté. Il va vivre 3 fois moins longtemps, quoi.
Donc ça peut nous interpeller, je pense, en tant qu'être humain. Mm. Après, il y a plein de conséquences aussi de ce qu'on peut, de l'arrivée de ces outils de haute technologie et surtout d'intelligence artificielle dans nos vies, quoi. Il y a une conséquence d'abord, c'est que les gens vont perdre leur travail, quoi, leur métier, qu'on est tous concernés, hein, moi aussi, vous aussi. Mm. Voilà, on sait qu'à à court terme, c'est pas demain, beaucoup de métiers vont être remplacés par l'IA. C'est pas forcément grave pour des métiers qui sont vraiment pénibles et qui abîment les gens. Il y a des métiers notamment très physiques, voilà, dont il vaut mieux se passer, je pense. Les gens qui les exercent pourraient sans doute s'épanouir dans d'autres domaines plutôt que de voir leur corps abîmé. Moi, je pense à un entrepreneur, un maçon, qui m'avait dit un jour, moi, dans mon métier, à 50 ans, les gens sont cassés, quoi. Donc c'est triste, si on peut éviter ça, c'est bien, quoi. Maintenant, la plupart des gens, l'immense majorité des gens se réalisent dans leur métier, quoi. Ils s'épanouissent dans un travail, même s'il y a des corvées comme dans tous les boulots, etc. Mais néanmoins, les gens se réalisent. Et la question, c'est qu'est-ce qui va permettre aux êtres humains de se réaliser Mm. si on n'a plus de travail? Parce que sur le plan financier, ça ira, hein, il y aura un revenu universel, enfin, les gens vivront, hein. Mm. C'est pas la question. Je dirais, la question, c'est vraiment comment s'épanouir. Donc, il faudra trouver des solutions, il faudra trouver un moyen de s'épanouir en dehors du travail et dans un domaine qui n'est pas envahi par l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, non seulement elle nous remplace, mais en plus, Il fait mieux. elle nous prive de la satisfaction de faire. Je vais vous donner un exemple. Il y a une vingtaine d'années, je jouais un peu aux échecs, sans plus, je n'avais pas un très haut niveau, mais j'avais plaisir à jouer aux échecs. Et je me suis acheté un échiquier électronique, parce que je ne trouvais pas toujours de partenaire. Euh, donc je m'achète un échiquier électronique, tout content, je le monte. Première partie, il me bat. Ok. Deuxième partie, il me bat. Troisième partie, il me bat. Mais quand je dis il me bat, c'est il me bat à plat de couture. C'est-à-dire, en fait, j'ai vite compris au bout de quelques parties que je le battrais jamais. Ouais. Il serait toujours meilleur que moi. Normal, un microprocesseur, il fait les calculs à toute allure, toutes les possibilités. Voilà, moi, Ouais. j'ai pas la même puce électronique dans ma boîte crânienne, quoi. Mm. Bah, j'ai pris le jeu d'échecs et je l'ai rangé, j'ai plus jamais joué. Ça n'avait plus aucun intérêt. Quel intérêt de jouer face à une machine alors qu'il y a une machine qui le fait tellement mieux que vous, quoi. C'est vrai. Donc si demain, et c'est vraiment demain, c'est même pas après-demain, hein, une intelligence artificielle écrit des romans initiatiques mieux que moi, je pense que j'aurais plus de plaisir à le faire. C'est vrai. Parce que vous voyez, si je me réalise en écrivant, c'est quoi? C'est pour quelle raison? C'est parce que j'aime partager des idées que je pense utiles pour les gens, quoi. Donc voilà, il y a en moi un pédagogue. J'aime transmettre des choses qui vont améliorer la vie des gens. Et j'ai plaisir à mettre en œuvre mes compétences pour ça. J'ai plaisir à développer des idées d'histoire qui vont porter ça. J'ai plaisir à choisir les mots, les phrases pour partager un certain nombre d'émotions, de ressentis, des images aussi. Moi, je suis très, très visuel. J'ai un film à l'intérieur de ma tête quand j'écris un roman, quoi. J'ai plaisir à faire ça. Oui, mais si une machine le fait beaucoup mieux que moi, je pense que j'aurais plus de plaisir à le faire, quoi. Donc la question, c'est qu'est-ce que je ferais, quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est assez inquiétant, je trouve aussi. Finalement, tout ce qui se déroule avec tout ça et finalement ce confort qu'on vit avec les... C'est vrai que ça nous enlève beaucoup de charges, notamment avec la vie métro-boulot-dodo, Oui, où les oui, gens oui. travaillent beaucoup et donc ça aide et parfois c'est utile aussi. Mais je suis d'accord avec vous, je trouve qu'à un moment donné, ça nous enlève énormément de notre... Mm. oui, de nos libertés en fait. Oui, moi, je ne veux pas tout rejeter. Oui, je ne suis pas de ceux qui considèrent que la vie avant était mieux qu'aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, quoi. En revanche, ça vaut le coup d'en parler et de manière à être conscient de toutes les implications de ces avancées technologiques. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite décider, une fois de plus. Mm. C'est à nous de décider de notre vie, c'est à nous de décider du monde dans lequel on veut vivre. On n'a pas juste à subir, quoi. Et en l'occurrence, c'est loin d'être anodin. Donc il faut vraiment qu'on en parle, il faut qu'il y ait des débats de société pour savoir quelle place on va donner à l'IA, quelle place on veut donner, en quoi on peut faire en sorte que ce soit un bon serviteur, Mm. mais certainement pas un maître, quoi. Ouais, c'est très intéressant Mm. cette comparaison entre le maître et le Ouais. serviteur. Mm. Et à titre individuel, parce que en tant que société, ça dépend pas forcément que de nous, les humains, j'ai envie de dire. Oui, Enfin, oui, oui, c'est oui. aussi au-dessus, etc. Nous, au quotidien, pour des personnes lambda comme moi, etc., comment on pourrait faire, d'après vous, pour essayer de se prémunir au maximum aussi de ça et de se réapproprier quand même en parallèle notre liberté, Mm. malgré les technologies, comme vous le dites, sans être dans l'extrême à tout couper, mais essayer de trouver voilà, un équilibre là-dedans. Ben, c'est intéressant d'être conscient du temps qu'on passe sur un écran.
Je ne parle pas de l'écran de l'ordinateur si vous travaillez sur ordinateur, évidemment, ça ne peut pas être comptabilisé, mais en tout cas dans votre temps libre. Le temps pendant lequel vous allez faire des jeux vidéo ou surfer sur Internet, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas anodin. En fait, on a montré que ça avait un impact sur le cerveau, en l'occurrence, et notamment au niveau de la production de dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est une hormone qu'on appelle vulgairement l'hormone du plaisir. C'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau dans un circuit que les neurologues surnomment le circuit de la récompense. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand on s'est investi dans une tâche, qu'on a mené à bien cette tâche, qu'on va ressentir une certaine satisfaction qui est associée à une décharge de dopamine. D'accord? C'est pour ça que c'est l'hormone du plaisir, parce qu'on voilà, on se sent bien, on est heureux. Et comme tout est bien fait dans le corps humain et dans la nature, la fonction, c'est quoi? C'est de nous inciter à reproduire. Mm. Donc, on a une récompense en fait, pour reproduire cet investissement. Là, vous avez préparé ce podcast, c'est du boulot. Donc, vous avez travaillé, vous avez donné de votre personne, vous êtes investi. Si ça se passe bien et que vous êtes satisfait du résultat, vous aurez sans doute une Mm. décharge de dopamine. Ça va vous inciter à vous réinvestir dans la préparation du prochain podcast. Mm. Si vous n'aimez pas ce plaisir, sans doute vous vous en détourneriez, vous voyez. Mm. Donc ça sert à ça. Et le problème avec les écrans, c'est qu'on a une décharge de dopamine à la minute, quoi. Un jeu vidéo, vous allez tuer un adversaire, paf, décharge de dopamine. 30 secondes plus tard, un autre, paf, décharge de dopamine. Vous allez, pareil, sur les sites de news, vous avez beaucoup de décharges de dopamine. Vous allez, si vous avez un réseau social, vous publiez des choses, vous avez des likes, paf, décharge de dopamine. C'est tellement facile. Tellement facile qu'après, parce que notre cerveau, il sait opter pour ce qui répond à son intérêt, en fait, à son avantage. Et bah, du coup, votre cerveau va vous pousser de plus en plus à aller vers ce que vous procurent les écrans et donc à vous détourner de vos projets. Parce que ça va être tellement plus simple d'avoir un shoot de dopamine en jouant à un jeu vidéo ou en allant sur Facebook ou Instagram qu'en préparant un podcast qu'au bout d'un moment, vous pourriez laisser tomber. Mm. Ouais, exactement. Sauf que le podcast, enfin votre travail, que ce soit un podcast ou n'importe quoi d'autre, votre travail peut vous permettre de vous réaliser, de vous Mm. épanouir, ça va donner un sens à votre vie. Ouais. Alors que jouer dans un jeu vidéo ou publier des conneries sur Instagram, ou même des choses impertinentes d'ailleurs, Mm. ça va pas donner du sens à votre vie, quoi. Et ça va pas vous C'est vrai. nourrir. Et à la fin de votre vie, quand vous serez sur votre ligne mort, quand vous regarderez votre vie, Mm. ben, soit vous vous direz, bah, j'ai fait des choses comme ce que vous êtes en train de faire et ça va être du sens, que j'ai apporté quelque chose aux gens, par exemple, voilà, ou alors vous vous direz, ah bah, j'ai récolté plein de likes. Et d'après vous, qu'est-ce qui va vous satisfaire le plus le jour de votre mort, quoi. Et du coup, ça me fait rebondir sur des choses dont on avait déjà parlé, vous et moi, en off. Et je trouve ça intéressant de l'aborder maintenant avec ce que vous venez de dire. Mhm. Parce que je crois que cette course au like, etc., et cette course sur les réseaux sociaux, à tout ce qui est vraiment une sorte de personnage presque, qui n'est pas nous, mais qui est presque un avatar de nous-mêmes. Il y a même des avatars sur les réseaux sociaux, donc on peut créer son propre avatar. Euh, je trouve que ça rejoint un peu des discussions qu'on a pu avoir sur le succès, en fait. Mhm. Et notamment votre succès à vous aujourd'hui Mhm. avec vos romans, etc. Et beaucoup de gens qui idéalisent ce que c'est que d'être connu, ce que c'est que d'être, d'avoir du succès, etc. Et quand ils l'ont finalement, et je crois que vous en aviez déjà parlé, bah il y a quelque chose qui... C'est comme s'il y avait encore un besoin, une quête, quelque chose à Mhm. remplir. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Le problème du succès, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est que notre ego, c'est cette partie de nous qui a envie d'être reconnu, d'être admiré, d'être aimé, cette partie de nous qui a envie qu'on voit notre valeur quelque part, ben, notre ego peut s'en emparer quelque part et s'identifier à ça. Ça veut dire quoi s'identifier? Ça veut dire quelque part se dire ce succès, c'est moi. Mm. Donc je suis le succès quelque part. Ce qui est une image valorisante de soi-même. Évidemment, on préfère s'identifier au succès qu'à l'échec ou autre chose, quoi. Sauf que c'est faux. Je ne suis pas mon succès. Mm. D'accord? Je suis, vous évoquez d'entrée de jeu quand vous me demandez de me présenter, voilà, je suis un homme, je suis aussi un papa, je suis un écrivain qui pour l'instant a du succès, je dirais même, c'est même pas moi qui ai du succès, ce sont mes livres du succès, ce qui est encore une nuance. Puis j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie. Puis j'ai aussi connu des échecs, j'en connais toujours, je peux vous en parler. Enfin voilà, il se passe plein de choses dans ma vie. Je ne suis pas mon succès, vous voyez. Mm. Vous me direz, oui, ok, c'est une subtilité sémantique. Non, pas tant que ça. Ne serait-ce qu'en termes d'effet. C'est-à-dire, si je m'identifie au succès, et ça c'est un piège dans lequel tombent la plupart des gens qui sont connus, que ce soit des écrivains, a fortiori des chanteurs ou des comédiens, je dis a fortiori parce qu'ils sont beaucoup plus adulés que ne le sont les écrivains. Et bien à ce moment-là, si on s'identifie à ça, si vous vous identifiez au succès, à la célébrité,
immanquablement, il y a quelque chose qui va émerger en parallèle, c'est la peur. Peur de quoi? Peur que ça s'arrête. Normal, puisque vous croyez que vous êtes ce succès. Vous identifiez à ça. Ça veut dire que vous vous mettez très vite à croire que si ça s'arrête, vous n'existerez plus. Donc peur. Je connais, de par mon métier maintenant, un certain nombre de gens très connus qui vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur que ça s'arrête. Et donc, en fait, ils sont très malheureux, quoi. C'est dommage, quoi, parce qu'on pourrait se dire, enfin, si les gens fantasment le succès, je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui rêveraient d'être connus, mais ils sont loin d'imaginer que la plupart des gens connus sont en fait très malheureux, quoi. Donc, c'est important, si jamais voilà, vous connaissez un jour le succès, de prendre beaucoup de recul par rapport à ça, pour se dire, OK, mes actions aujourd'hui ont du succès, mais donc c'est pas moi, c'est mes films ou mes chansons ou la façon dont je chante peut-être, vous voyez, ou dont j'écris, etc. Mes romans, mes livres, etc. ont du succès ou autre chose hein, dans d'autres domaines, mais c'est pas moi et je ne suis pas ça surtout. Et donc si demain ce succès-là s'arrête, moi je suis toujours le même, j'existerai toujours et j'aurai toujours la même valeur. Donc finalement c'est pas si important que ça. Donc c'est important de se dissocier un petit peu de nos actions en trouvant un équilibre, parce qu'à la fois c'est important, je dirais, de mettre du cœur à l'ouvrage, vous voyez, donc parce que sinon on fait les choses mécaniquement et on ne met pas notre âme dedans. Mais garder à l'esprit que le résultat de ces actions, par contre, n'est pas lié, ne dit rien de notre valeur, en fait. Vous voyez, moi j'ai connu des échecs dans ma vie, des échecs lourds, hein, notamment sur le plan professionnel, en début de carrière, notamment je m'étais donc fourvoyé dans cette voie qui n'était pas pour moi. Aujourd'hui, donc, je connais le succès avec mes livres, mais j'ai pas changé. Enfin, ça change pas qui je suis. J'avais autant de valeur à l'époque, quand j'étais au chômage, quand je m'étais fait virer. Enfin, oui, moi, j'ai connu tout ça. J'avais autant de valeur qu'aujourd'hui. C'est juste que ma valeur ne s'exprimait pas correctement à travers mes actions. Mais voilà, j'avais pas plus de valeur. Donc, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui serait dans une situation difficile, qui serait au chômage ou qui serait en situation d'échec professionnel ou personnel, ou qui viendrait de se faire larguer par son conjoint, tu dois comprendre qu'elle a autant de valeur que si elle avait du succès professionnel, du succès conjugal, etc., etc. Notre valeur n'est pas liée à ça, quoi. Je crois que c'est hyper important ce que vous dites parce que le podcast, je l'adresse particulièrement aux gens qui se sentent en décalage Ok. et donc qui, en fait, peuvent se sentir en souffrance aujourd'hui parce qu'ils se sentent pas forcément à leur place dans ce monde, etc. Ils portent pas les mêmes valeurs et donc c'est beaucoup de gens qui peuvent faire des très grosses dépressions. Ce que moi j'appelle la nuit noire de l'âme. Je sais pas si vous connaissez ce terme. Si, tout à fait. Hein. Voilà, et j'en parle beaucoup parce que je l'ai vécu et d'ailleurs vous avez parlé à un moment donné dans votre parcours de dépression aussi. Oui, oui, oui. En fait, moi, je suis resté 5 ans en cadre financier, quoi. J'ai fini par me faire virer parce que j'étais pas bon, hein, honnêtement. J'aimais pas ce que je faisais pas d'efforts. Moi, j'ai jamais réussi à me forcer à faire ce que j'aime pas, quoi. Donc j'étais mauvais, je me suis fait virer. Bon, j'en parle de manière très détachée, là, vous l'entendez, mais c'était pas du tout le cas à l'époque. Hein. C'était dur, je me sentais d'abord profondément humilié, quoi. Même si c'était mérité, je le savais. Hein. Mais n'empêche que voilà, je me retrouvais au chômage, viré, enfin, c'est dur, quoi. C'est dur. Et puis surtout, moi, je voulais plus travailler dans ce domaine et je savais pas quoi faire. Je savais pas dans quoi j'allais m'épanouir, moi. J'avais un diplôme, j'ai fait toutes mes études dans le domaine financier et je voulais plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc j'étais face à un mur, quoi. Donc, j'ai essayé de monter un truc, de monter une entreprise d'import-export. Puis c'était pas non plus pour moi, quoi. Et ça n'a pas marché du tout, ça a foiré, j'ai planté l'entreprise, quoi. Nouvel échec. Donc j'allais d'échec en échec et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et j'ai fait, oui, une dépression. Alors pas une dépression grave, hein, j'ai pas été jusqu'aux tentatives de suicide, mais quand même, quoi, j'ai perdu 10 kilos, pourtant j'en ai jamais eu beaucoup, vous voyez. Et en fait, bizarrement et paradoxalement, peut-être, c'est au moment où j'ai vraiment touché le fond du gouffre qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé un jour que ma famille, que mes amis ne m'avaient pas quitté et m'aimaient toujours finalement. Et donc je me suis dit, mais finalement, que je sois en réussite ou simplement dans une position valorisante, ce qui était mon cas quand j'étais jeune cadre financier, j'avais une grosse paye, j'allais en costard cravate au boulot, très fier. Hein. Et finalement, que je sois au chômage aujourd'hui, en cumulant les échecs, ça change rien, quoi. Ça change rien. Les gens qui m'aiment, ils m'aiment. Voilà, et les autres, ils s'en fichent, quoi. Et en fait, il a fallu que je vive ça. C'est pas juste en prendre conscience intellectuellement, il a fallu que je le vive pour que je me libère d'un certain nombre de choses. Et notamment du fait, et j'en avais pas conscience avant, que
que je choisissais pas, j'avais pas choisi mon métier par hasard. En fait, il me fallait, pour mon ego, un métier socialement valorisé. Il fallait un métier qui gagne de l'argent. Il fallait un métier qui soit un métier, une profession intellectuelle supérieure, parce que ça correspondait aux codes familiaux, quoi. Donc, en fait, je me mettais de ce genre de pression. Et comme par hasard, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. À partir du moment où j'ai compris que, en fait, les gens, ils s'en fichaient complètement de ce que je faisais, comme par hasard, à ce moment-là, j'ai su ce que j'avais envie de faire. Et comme à l'époque, depuis plusieurs années, je me formais en psychologie, en développement personnel pour résoudre mes problèmes, hein, mes peurs, mes angoisses, ma timidité, ma peur des gens, etc. Je me suis dit, mais évidemment, je vais faire de ce qui est ma passion, quoi. Depuis quelques années, je vais en faire mon métier, quoi. Et donc, je suis retourné me former sur les bancs de la fac. Et puis, je suis devenu, en l'occurrence, consultant en relations humaines. Et j'ai exercé ce métier avec passion pendant 15 ans avant de prendre la plume, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un beau parcours. C'est rigolo parce qu'on a un peu le même. Ouais, c'est drôle. J'ai bossé en finance pendant 5 ans C'est aussi. vrai. Ouais, je crois que vous avez été en cabinet en plus de... Il me semble. J'ai été en cabinet seulement en stage pendant 2 mois quand Ok, j'étais en fac, quoi. ok. Un Parce grand que je me cabinet suis dit... américain, un Big Five, là. Oui, bah moi aussi, Ouais. je crois qu'on a fait le même en fait. C'est C'est pour ça vrai? que je dis ça. Ouais, c'était pas Deloitte? Si, si. Alors, Voilà, moi, à l'époque, il s'appelait Touche Ross, puis ça fusionnait avec ok. Deloitte, c'est devenu Deloitte Touch, quoi. Ouais, c'est rigolo. Il y a C'est vraiment des rigolo. points Ouais, c'est de... drôle. Ouais, ouais, c'est marrant. Et pareil, j'ai fait 5 ans dedans. Bon, là, c'est pas le sujet, mais je vois très bien ce décalage aussi qu'on Ouais, peut avoir quand on n'est vraiment pas du ouais. tout à sa place. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en fait qui sont pas à leur place. Et moi, ça m'avait marqué dans ce milieu-là, justement, le nombre de personnes qui étaient pas du tout bien dans ce job. Mm, Dans les entreprises que j'ai pu faire, mm. notamment Deloitte, Ouais. etc., qui étaient pas bien, mais qui savaient pas où aller, qui étaient coincés en fait dans cette espèce de métro boulot dodo, emprunt, enfant, etc., et qui du coup ont du mal en fait, et ça rejoint un peu les discussions qu'on a eues au Mm, départ, à prendre une décision pour interrompre en fait ce circuit infernal parce qu'ils se sentent coincés de toutes parts. Il y a beaucoup de mm. gens qui se sentent coincés en fait aujourd'hui, qui aspirent à mieux. Je Ouais, crois que tout à c'est fait. ouais. Et puis aussi, parfois, on peut se mentir à soi-même. Mm. Je me souviens quand j'avais fait ce stage, c'était donc Touch Ross à l'époque. J'étais envoyé en mission dans des entreprises comme Moom, Euromarché, enfin, voilà, des missions d'audit, d'accord, Ouais. audit financier, quoi. Moi, j'étais encore étudiant, hein. J'étais super bien payé pour ce stage, mais vraiment super bien. Je crois que j'étais payé 6 000 francs par mois, ça fait à peu près 1 000 euros d'aujourd'hui, mais c'était il y a 40 ans Ouais. quasiment. Oui, il y a 40, un peu moins de 40 ans. Donc aujourd'hui, c'est comme si un stagiaire était payé quoi, 3 000 euros, 4 000 euros par mois. Enfin, vous voyez. Et donc, on était plusieurs jeunes stagiaires, d'accord, peut-être 5 ou 6, envoyés en mission dans la même entreprise au même moment. Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était totalement inintéressant. C'est là mon job. C'était pendant 12 heures dans la journée quand même, hein. Sortir des boîtes avec des factures pour pointer si la facture avait été comptabilisée. Tous les jeunes étaient en bac plus 5 ou école de commerce, d'accord, mais école de commerce plus, genre HEC, ESSEC. Et en fait, on faisait un boulot qui ne nécessitait aucun diplôme. C'était pas nécessaire d'avoir le bac pour faire ça. Donc intellectuellement, c'était pas intéressant, honnêtement. Aucun d'entre nous n'était stimulé, quoi. Mm. Ouais, sauf que j'avais l'impression d'être le seul à m'en rendre compte. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on était super bien payés, parce qu'on Mm. allait avec notre petit costard, Ouais. on arrivait dans les entreprises, on était les auditeurs. Ouais. Il y a même des gens qui avaient un peu peur, nous voyons arriver, on disait oh là là, ils vont repérer nos erreurs. Et puis, on descendait dans les beaux hôtels. Moi, c'était la première fois de ma vie, hein. Moi, dans ma famille, c'était pas trop le truc. Les grands restaurants, première fois de ma vie que j'allais dans les restaurants étoilés, on avait fait un 3 étoiles, 3 étoiles Michelin quand même, chez Boyer à Reims en l'occurrence, quand on était en mission chez Moom. Et puis en fait, il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'ils prenaient des jeunes surdiplômés. Pourquoi? Pour justifier les honoraires qui étaient pharaoniques. C'était ça le modèle, le business model en fait. Ils n'avaient pas besoin de nous, quoi. Mm. Et donc nous, on pointait des factures comme ça à longueur de journée. C'était totalement inintéressant. Ouais, mais la plupart des jeunes qui étaient en stage, en fait, tous sauf moi, ont continué par la suite. Dans la foulée, ils ont eu leur diplôme et ils y sont retournés, quoi. Et je comprenais pas, quoi. Et la seule explication, c'était qu'ils se mentaient eux-mêmes à cause de l'argent et puis à cause de la valorisation, parce que grands Exactement. hôtels, grands restaurants, voilà, un certain train de vie, quoi. Donc on peut C'est aussi se mentir à soi-même, ouais. bien sûr. Et c'est vrai que c'est des métiers très reconnus. Et je vous rejoins Mhm. là-dessus parce que on avait fait des séminaires dans des hôtels incroyables, à La Baule, à Deauville, où on avait le t-shirt brandé, on avait tout, la casquette. On était vraiment les. Je me rappelle même que, enfin, ils pouvaient dire des choses hallucinantes pendant les séminaires, comme quoi on était vraiment des gens extrêmement intelligents, etc. C'est Ça venait ça. vraiment Voilà, c'est flatter flatter l'ego. l'ego. Mais complètement, Ouais, en fait. complètement. Et c'est vrai que, bah, comme vous, quand je suis arrivée là-bas,
enfin, je sais que moi, je voulais rentrer dans cette boîte. Alors, je voulais être psychologue, hein, donc rien à voir. Rien à voir du tout, mais bon, j'ai fait ça parce que les parents préféraient, quoi. Et quand je suis rentrée dans cette boîte, c'était un peu rentrer dans des grands cabinets comme ça, c'était un peu Ouais. le Graal, Mais quoi. c'était le Graal. C'est le Ah, Graal. et moi, quand j'avais décroché le stage, j'étais heureux, quoi. J'étais le roi Ouais, du pétrole, j'ai fait des envieux, hein. c'est ça, en fait. Les gens nous disent, c'est incroyable la chance que t'as. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'il y a ce truc que j'ai ressenti à ce moment-là et que peut-être que vous décrivez aussi qu'on peut ressentir, je sais pas moi, dans le succès parfois quand on s'identifie trop ou voilà. Hmm. Je me suis dit, bah en fait, c'est que ça. Hmm. En fait, Complètement. je suis pas du tout à ma place. Bon, en plus, j'étais pas à ma place. Il y a peut-être des gens qui sont bien dans ce genre de job. Moi, j'étais pas du Sans tout à ma doute, ouais. place. Et donc ce décalage qui est colossal. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui aujourd'hui sont dans des trucs qu'ils aiment pas. Parce Hmm. que c'est vrai que je trouve que vous avez raison, il y a le mensonge à soi. Il y a l'ego qui nous dit bah Oui. oui, mais attends, t'es bien payé, t'es reconnu, voilà. Et puis en général, on se fait des copains. Hmm. Donc en fait, il y a les copains dans la boîte et qu'on aime Oui, bien bien. sûr, bien sûr. Et puis on part dans un train-train qui finalement nous convient pas. Et c'est vrai que je crois que ça demande énormément de courage en Hmm. fait, de d'oser regarder la vérité en face Hmm. aussi, Ouais. même au niveau sociétal. Hein, on va passer là-dessus d'ailleurs parce que j'ai plein d'autres questions. Donc voilà, mais je crois que ça demande beaucoup de courage et c'est pour ça que comme sur ce podcast, je m'adresse principalement à des personnes qui se questionnent beaucoup. Bah, c'est des personnes qui peuvent être en souffrance parce Bah oui, que les autres personnes n'ont pas l'air de se poser trop de questions. c'est ça, ouais, complètement. C'est ce que vous disiez en Hmm. fait dans cette boîte. Hmm. Oui, c'est exactement comme dans un tout autre domaine, comme ce que les gens publient sur Facebook ou leur réseau social favori. Donc, ils publient des super photos de vacances où il y a toujours un grand ciel bleu. Et en fait, vous n'avez aucun moyen de savoir qu'il a plu tous les jours de leurs vacances, sauf le jour où ils ont pris les photos. Et du coup, vous avez l'impression d'avoir eu des vacances de merde, quoi. Et vous vous dites, mais comment ça se fait que c'est moi qui ai les vacances nulles alors que les autres ont des super vacances? Ouais. Vous les voyez, tous sourire, entourés d'amis. Non, non, c'est juste qu'ils ont présenté ça, ils ont mis en avant Mm. cette séquence de leurs vacances, quoi. Exactement. Donc, c'est pareil au travail, quoi. Exactement. Et ça m'amène à poser une question qui a pas trop de choses à voir, mais un peu quand même. Mhm. Comme ça, on va aller sur autre chose. Votre donc avant-dernier roman, Le Mhm. Réveil, Ouais. où vous avez été pour le coup vraiment très courageux, vous avez pris des risques. Et moi, votre postface, enfin les dernières pages que vous avez Mhm. écrites, m'avaient énormément touchée parce que je m'étais dit qu'il y avait pas beaucoup d'artistes en fait qui osaient mettre en garde, je dirais, par rapport à certaines choses qui pouvaient se dérouler. Mhm. Et vous avez eu le courage de le faire. Et je pense que justement, ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, le fait d'avoir peur de perdre son succès, il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas osé prendre la parole à cause de ça. Mhm. Oui, oui, bien sûr, ouais. Et dedans, vous décrivez des techniques de manipulation. Mhm. Vous parlez de Noam Chomsky, vous parlez de la charte de Biederman, si je ne me Mhm. trompe pas. Tout à fait. Et est-ce que vous pourriez nous parler de quelques outils de manipulation de masse? Oui, bah d'abord, on peut rappeler un petit peu l'historique. Ouais. La manipulation des masses est née, si je ne dis pas de bêtises, en 1919. Ça a peut-être existé ailleurs, mais en tout cas, de ce que je sais, voilà, en 1919, qu'est-ce qui s'est passé? Le président américain venait d'être enfin, postulé pour un deuxième mandat. Et sauf que, enfin, non, il venait de se faire élire plutôt avec un slogan qui était de préserver les Américains de la guerre, quoi. Sauf qu'après avoir été élu, il décide d'entrer en guerre. Alors, c'est pas 1919, bon, peu importe, j'ai Ouais. oublié les dates, on s'en C'est pas fiche, quoi. grave. En tout cas, bref, il avait dit avec moi, il n'y aura pas la guerre, et finalement, il veut que les États-Unis entrent en guerre Ok. pendant 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il fait venir des conseillers qui lui disent bah, faut retourner l'opinion. Bah, comment on va retourner l'opinion? Eh bien, on va créer une cellule de communication, et en fait, on va faire en sorte que les gens aient envie de la guerre. Et il a fait appel, non pas à un publicitaire, mais à Ok. un psychologue qui était d'ailleurs le neveu de Freud. Et puis, il a monté toute une cellule avec des journalistes, avec des artistes. Et l'idée, en fait, c'était de diffuser auprès de la population des nouvelles qui étaient de fausses nouvelles, montées de toutes pièces, pour choquer les gens, pour donner aux gens des émotions qui les poussent, en fait, à désirer entrer en guerre. Ok. Donc, par exemple, ils ont créé une histoire montée de toutes pièces de soldats allemands qui auraient je ne sais plus si c'est égorgé des bébés belges, enfin des histoires mais totalement Incroyable. sordides, pour vraiment choquer les gens, quoi, les toucher émotionnellement. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça, toutes fausses,
complètement fausse, montée par les pouvoirs publics, hein, par le gouvernement. C'est tout à fait officiel, hein, Ouais. les historiens le savent aujourd'hui. Et on diffusait ces informations, on mettait les artistes à contribution parce qu'il fallait réaliser des affiches. Il y a même eu des films réalisés Ouais. qui étaient diffusés comme ça, qui jouaient sur les émotions des gens pour leur donner envie de réclamer la guerre. Et il y a eu à la fin des manifestations et les gens réclamaient la guerre et les États-Unis sont entrés en guerre. Donc on a complètement retourné la population. Et sauf que le psychologue qui avait été mandaté pour diriger cette fameuse commission à l'époque, à la fin de la guerre, donc sa mission était terminée, il s'est dit mais je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, donc je vais créer une agence de relations publiques. C'est lui qui a inventé le terme en fait, Ok. Public Relations. Et en fait, il a mis ses compétences au service d'entreprises privées, donc c'était déjà des multinationales à l'époque, des grands groupes, pour les aider à influencer l'opinion, quoi. Donc il a travaillé pour des cigarettiers, par exemple, qui faisaient croire que le tabac c'était bon pour la santé, qui allait mais vraiment jouer sur... C'est vraiment de la manipulation, parce que par exemple, c'était l'époque des suffragettes, vous savez, où Ouais. voilà, les femmes gagnaient le droit de vote, etc. Et donc il avait associé dans l'esprit des femmes la liberté avec le fait de fumer. Ok. Voilà, C'est vrai. c'est bien que les femmes se disent, bah oui, nous aussi on a le droit de fumer, c'est notre liberté, quoi. Mm. Donc c'était très fort, évidemment. Et comme ça, les femmes se sont mises à fumer. Et donc, il a monté plein d'actions comme ça que je raconte dans le réveil, en effet. Et puis ces méthodes, ensuite, ont été enseignées à l'université, dans des grandes universités prestigieuses américaines, donc celles qui forment les grands dirigeants d'entreprise et aussi les grands dirigeants publics. Ok. Et aujourd'hui, en fait, ce sont des grands cabinets américains qui sévissent dans le monde entier. Voilà, on en connaît quelques-uns en France où il y a un scandale en cours, n'est-ce pas, sur ces cabinets qui enseignent ça à nos dirigeants, en fait. Mm. Donc aujourd'hui, nos dirigeants, avec nos impôts, font venir ces cabinets américains qui leur enseignent des techniques de manipulation des masses. On ne le sait pas, on ne sait pas qu'on paye pour ça, mais voilà, ça a été mis en œuvre notamment pendant la crise du Covid, où il a fallu influencer les gens dans telle ou telle direction, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, il faut communiquer. Les gens ont le droit de savoir. Et surtout, Mm. ils ont le droit de savoir comment fonctionnent ces techniques de manipulation. Ouais. Parce qu'en fait, quand vous savez ce qu'on est en train de vous faire, quand vous comprenez, quand vous voyez qu'est-ce qui se passe, et que vous repérez des schémas, bah, du coup, vous vous protégez. Parce que vous ne vous faites pas avoir. Parce que sinon, c'est irrésistible. C'est irrésistible. C'est ce que j'allais dire. C'est Mm. tellement bien fait Mm. que c'est pas facile de le voir en fait. C'est impossible, en fait. Mm. C'est impossible. Personne ne peut s'en rendre compte, quoi.